Jonathan Livingstone, le goéland. C'était le matin, et l'or d'un soleil tout neuf tremblait sur les rites d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche, relevant ses filets, invitait au petit déjeuner. Et son appel transmis dans les airs attira 1000 goélands virevoltant et se disputant les débris de poissons. Une nouvelle journée de labeur commençait ainsi. Mais seul, loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingstone le goéland s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses pattes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Il se sentait ralentir jusqu'à ce que, sur sa tête, le vent ne fût plus qu'un léger souffle et que là-bas, en bas, sous lui, s'immobilise l'océan. Les yeux à demi fermés, retenant sa respiration, se concentrant furieusement, il s'efforçait d'incurver ses ailes un peu plus encore, un peu plus. Puis, la perte de vitesse ébouriffait ses plumes. Il décrochait et tombait. Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol. Ils ne connaissent pas la perte de vitesse. Tomber des airs, toute suspension enfuie, c'est pour eux la honte, c'est pour eux le déshonneur. Mais Jonathan Livingstone, le goéland, sans la moindre vergogne, tordant à nouveau ses ailes, les cambrait en frémissant, ralentissant pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingstone, le goéland, n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre, en fait, de techniques de vol que les rudiments, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quitter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler, mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Jonathan Livingstone, le goéland, aimait par-dessus tout voler. Cette façon d'envisager les choses, il ne devait pas tarder à s'en apercevoir à ses dépens, n'est pas bonne pour être populaire parmi les autres oiseaux du monde, du clan. Ses parents, eux-mêmes, étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières, solitaires, à effectuer des centaines de planées à basse altitude, à expérimenter toujours. Ils se demandaient pourquoi, par exemple, lorsqu'il survolait l'eau à une hauteur de la moitié de son envergure, il pouvait demeurer en l'air plus longtemps à moindre effort. Ces planées ne se terminaient pas par l'habituel éclaboussement que provoque sur la mer l'impact des pattes abaissées, mais par un long sillage plat lorsqu'il touchait la surface, pattes escamotées. Quand il se mit au milieu de la plage, à atterrir sur le ventre, puis à mesurer à pas compter la longueur de sa glissade sur le sable, ses parents furent vraiment plongés dans une véritable consternation. « John !» lui demanda sa mère. « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?» Est-il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté ? Ne peux-tu pas laisser le vol en rase-motte aux pélicans et aux albatros ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. Maman, ça m'est égal de n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. Voyons, Jonathan, lui dit non sans bienveillance son père. L'hiver n'est pas loin. Les bateaux se font rares et de plus en plus rares et les poissons de surface vont gagner les profondeurs. Si étudier est pour toi un tel besoin, alors étudie tout ce qui concerne notre nourriture et les façons de se la procurer.
Cette question d'aérodynamique, ah ouais, c'est très beau, mais nous ne vivons pas de vol plané. N'oublie jamais que la seule raison du vol, c'est de trouver à manger. Jonathan, obéissant, acquiesçant.